Voilà, alors pour conclure sur cette deuxième partie, les outils d'analyse fonctionnelle, on s'en sert dans les écoles d'ingénieurs et on se sert de ceux que vous enseignez. Donc, si je peux vous rassurer là-dessus, ce qu'on vous demande d'enseigner qui est parfois mal digéré par les étudiants, on s'en resserre. On en apporte de nouveaux, on essaye de développer et de montrer l'intérêt de chacun des outils, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quand les utiliser, donc leur chronologie. On essaye de lier ces utilisations avec toujours des exemples industriels. On essaye aussi de leur donner, c'était plus visible dans le deuxième exemple que je n'ai pas explicité, un esprit d'ouverture vers des solutions innovantes. Et à ce propos, on parlait d'innovation, j'ai oublié de dire dans le transparent tout à l'heure sur l'interdisciplinarité, mais les innovations d'aujourd'hui sont constituées de l'assemblage de solutions qui existent et qui sont connues, mais des solutions qui existent et qui sont connues souvent dans des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et donc faire travailler les gens de disciplines différentes, les faire travailler ensemble, eh bien ça favorise énormément l'innovation. Voilà, donc ça c'était pour conclure sur cette partie. Et puis, de façon plus générale, je vous ai parlé des cursus des étudiants, de leurs parcours internationaux, et on les oblige à être énormément mobiles. Ils vont l'être pendant leur formation et ils vont l'être pendant toute leur carrière. Et moi, je me pose souvent la question, nous qui sommes en phase 2 tous les jours, on est quand même un des exemples, on va dire, d'adultes qu'ils ont pendant une vingtaine d'années en phase 2, les enseignants. Je me demande toujours si nous, on est assez mobiles et si on est un bon exemple de mobilité et d'adaptabilité, puisqu'on a souvent, nous, comme ambition d'aller dans un lycée particulier, d'obtenir telle classe, et une fois qu'on l'a, eh bien cette classe, ça devient notre classe. Et puis on a beaucoup de mal à se dire, est-ce que je ne vais pas aller dans une autre classe ou faire autre chose? Et si j'ai un message à vous donner, essayez, vous verrez, c'est extrêmement enrichissant. Voilà, je terminerai par, c'était la journée des citations hier, donc j'en ai mis une aussi, une contrepétrie, qui est bien en rapport avec le changement et avec l'innovation, et qui est, je pense que certains d'entre vous la connaissent, mais qui est assez imagée pour dire, est-ce qu'il faut faire une rupture, quand on veut faire le changement, est-ce qu'il faut faire une rupture ou bien apporter le changement par petites touches? Et on a appris hier aussi, vous avez tous entendu comme moi que innover, c'est se poser des questions, mais pas forcément apporter une réponse. Donc, je n'apporterai pas de réponse à cette dernière question. Voilà, merci de votre attention. Merci, Monsieur Mattéis. Ça a été une excellente introduction pour notre après-midi, puisqu'on va être dans cette dynamique, je l'espère, tout l'après-midi, à savoir ce qu'il faut faire justement pour mieux penser le changement ou l'adaptation de nos classes et puis de notre filière CPGE-GE à l'aval, à l'amont, et surtout rendre service aux jeunes qui ont besoin de trouver une formation. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Mattéis, posées à M. Mattéis? Oui. Bonjour. Vous avez parlé de 6 objectifs et capacités. Oui. Bonjour, vous avez parlé de 6 objectifs et capacités que les élèves doivent atteindre au cours de leur cursus. Est-ce que vous imaginez, dans les années à venir, de nouvelles compétences que vous serez amenés à introduire dans votre formation? Disons que ces capacités, elles sont relativement larges et qu'on peut à chaque fois les étoffer. Maintenant, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous fournir. Je pense qu'on a défini un profil. On parlait hier aussi dans les discussions de réduction de volume horaire, de chaque discipline qui se dit mais moi si je mets des choses en commun avec d'autres, je vais perdre de mes fondamentaux. C'est relativement compliqué de mener une démarche comme ça sur tout un réseau d'écoles avec une grosse inertie.
Mais on est arrivé à ces capacités parce que ça correspond aussi aux besoins du marché. C'est-à-dire que pour décrire ces capacités, on s'est posé des questions, ce que c'était qu'un ingénieur arts et métiers, mais on a posé la question aussi aux industriels et qu'est-ce qu'ils attendaient d'un ingénieur arts et métiers. Alors si maintenant, dans 10 ans, on nous dit que l'industrie française a besoin d'un profil qui a plutôt telle capacité ou telle compétence, peut-être qu'on les reverra. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions, Marc Desrumeaux? Voilà, alors vous organisez apparemment des échanges entre l'ENSAM et puis des pays étrangers et d'autres écoles. Oui. Au niveau des étudiants, est-ce qu'au niveau des enseignants, vous faites aussi des échanges entre écoles? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, ça se fait beaucoup moins. Ça rejoint la conclusion que j'ai faite tout à l'heure. Je dis, est-ce qu'on est, nous, assez mobiles? Dans le « nous », je me suis inclus. Et nos enseignants, par contre, ont les possibilités de partir aussi à l'étranger. Il y a un collègue là, qui m'a appris hier qui partait pour 6 mois en Allemagne l'année prochaine. Nos enseignants, enfin, il y a un enseignant, par exemple, messin, qui va donner des cours de mathématiques à l'université de Karlsruhe. Donc ça se fait. Et dans tous les échanges qu'on met en place avec les bourses, il y a toujours une partie d'échange d'étudiants et une partie d'échange possible d'enseignants. Par contre, quand on fait un échange d'enseignants, il faut s'assurer, quand c'est un échange, il y a toujours, chacun fournit quelque chose à échanger, donc il y a souvent un professeur de l'université d'accueil qui doit venir aussi à l'ENSAM. Ça se fait, ça se fait. Mais peut-être pas de façon aussi importante que ça devrait se faire, mais ça se fait. On a une toute dernière question. Moi, je vais poser une question à mon copain Denis. Je t'écoute. Dans la sphère européenne, comment tu compares les enseignements allemands aux enseignements français et quelles conclusions on peut en tirer pour notre propre enseignement, pour le changer ou l'innover ou peut-être pas? Alors, je vais vous donner un exemple. Les étudiants allemands qui arrivent chez nous en première année, ils ont à peu près, on va dire, entre 30 et 35 heures de cours par semaine. Et pour eux, c'est un choc. C'est-à-dire qu'ils se disent, ces Français, ils sont fous, ils travaillent trop. Et en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup moins d'heures de cours. Par contre, en Allemagne, il y a 2 maîtres mots, c'est liberté, responsabilité. Donc un étudiant allemand, il va passer un examen quand il est prêt. Et il n'y a personne qui va lui dire, à tel jour, il y a l'examen, il faut venir, et si tu ne viens pas, tu auras un 0. Voilà. Donc, chaque pays, on va dire, a ses avantages et ses inconvénients. Être confronté tous les jours à ces différents modes de conception de l'enseignement, ça vous donne un petit peu de recul par rapport à ce que vous faites vous. C'est-à-dire que, est-ce que c'est bien de faire toujours cours magistral, travaux dirigés, travaux pratiques, et puis chaque fois dans chacune des disciplines, est-ce qu'il est important de faire beaucoup d'exercices dirigés? Il y a des pays où ça n'existe pas, la notion d'exercice dirigé. Il y a des cours magistraux, et puis il y a un examen, et puis les étudiants travaillent en autonomie. Donc les travaux pratiques, dans certaines écoles, chez nous c'est très développé. L'aspect pratique d'ingénieur arts et métiers, il est quand même assez reconnu, et c'est parce qu'on le développe au sein de l'école. Dans certaines écoles, il y en a beaucoup moins. Donc, est-ce que ça me donne des idées, ou ça te donne des idées pour développer? Oui, ça peut en donner, mais là aussi, est-ce qu'il faut tout changer d'un coup et se dire c'est la méthode allemande qui est la bonne, et puis c'est ça qu'il faut calquer? Je ne suis pas sûr du tout, loin de là. On a nos forces, il faut s'appuyer dessus, mais regardez ce qui se passe ailleurs, et peut-être que ça donne des idées aussi d'évolution, mais plutôt peut-être plus lente qu'une grosse rupture. Donc, par contre, à l'occasion de journées, c'est une proposition que je vous fais comme ça, vous pourriez peut-être inviter des gens qui enseignent les mêmes disciplines, mais d'autres pays, des Allemands, des Américains, et voir comment ça se fait et quels avantages et quels inconvénients ils en tirent. Un conseil que nous notons. Voilà. Bien, merci, monsieur Mathéis. Merci.